Territoire d'info, Cyril Viguier. Bonjour à tous, bonne matinale d'info à nos côtés avec la presse quotidienne régionale. Aujourd'hui, notre invitée, c'est Marie-Lise Lebranchu, députée PS du Finistère. Bonjour, Madame la Ministre. François Hollande est dans l'Écho républicain ce matin, un quotidien du groupe La Montagne dont les rédactions sont dirigées par Olivier Bonichon. Il a accordé un interview exclusive à Éric Moine, le rédacteur en chef, et il dit dans cette interview, François Hollande, allez encore plus loin et plus vite, je réformerai jusqu'au bout. Est-ce un vœu pieux à un an de la présidentielle? Non, parce que j'ai l'impression et la certitude même qu'il y a quand même des projets qui sont, y compris sur la table du Parlement. Effectivement, je crois que ça va mieux. C'est toujours difficile à entendre pour les gens qui sont au chômage. C'est difficile quand, dans ma circonscription, par exemple, une entreprise agroalimentaire me ferme encore, alors qu'on a eu d'autres sinistres. Mais, objectivement, c'est vrai. Donc, à partir de ce moment-là, je pense que ce que recherche le président de la République, et il a raison, c'est remobiliser tout le monde. Marie-Lise Lebranchu, vous venez de dire quelque chose quand même de très important. Il faut remobiliser tout le monde, mais oui. J'ai envie de vous dire... Qui a démobilisé tout le monde? Oh, mais ça, c'est facile à dire. Je veux dire, c'était une parole de journaliste. C'est facile à dire, non. Je veux dire, c'est un constat global. Non, mais quand on dit, voilà, c'est fait, on peut en penser ce qu'on en veut. On a démobilisé. Sauf que c'est pas une raison pour dire, si c'est de notre faute, on va attendre 2017 avant de remobiliser les gens. Ce serait une erreur à la fois politique, économique, sociale. Oui. On est en crise politique, c'est vrai. On est en crise économique, c'est vrai. On est en crise sociale, c'est vrai. Donc je pense qu'à partir de ce moment-là, le rôle d'un président de la République, c'est pas de dire à la télévision, c'est de ma faute, je suis désolé, attendez 2017. Alors, attendez, justement, ce serait idiot. Le patronat ne peut pas exiger des baisses de charges supplémentaires, dit-il, sans que lui-même prenne ses responsabilités. Il insiste sur ce mot responsabilité. C'est quoi? C'est le fameux million d'emplois promis par Gattaz qui n'est pas au rendez-vous? C'est ça que François Hollande est en train de pointer du doigt, par exemple, là? Je pense que c'est ça. Moi, j'ai toujours dit, je l'ai dit à M. Gattaz, je peux le redire ici facilement, on discutait de ça il y a quand même des mois. On disait avec ce PIN, 5 millions d'emplois, je dis, vous demandez quoi? Est-ce que vous espériez, 27 milliards à l'époque? On était arrivé à 19 milliards de recapitalisation possible, d'investissement possible, de marge retrouvée, etc., qui s'appelle CICE. Et est-ce que vous pouviez imaginer de telles sommes rendues à la compétitivité de la France? Non. Non. D'ailleurs, personne ne l'avait imaginé. Ça a été fait. On a quelque chose de fondamental. Il faudrait que le patronat s'en... Mais Gattaz est irresponsable? Oh, moi, je n'ai jamais dit qu'il était irresponsable ou responsable. J'ai été très surpris, je ne veux pas dire choqué, parce qu'il y a des choses plus graves dans la vie. J'étais très surprise de sa déclaration, parce que la gestion de l'UNEDIC, donc des SEDIC, des indemnités du chômage, intéresse aussi le patronat. Et franchement, est-ce que François Hollande n'a-t-il pas trop cédé au MEDEF durant son quinquennat? Il n'a pas cédé au MEDEF, il a fait un choix. Choix qui a été contesté par certains, vous l'avez entendu comme moi. Il a fait le choix de dire, depuis des années, on dit le coût du travail est trop élevé en France. Tout le monde le dit. Donc ça fait des éditos formidables, etc. Est-ce qu'on y répond ou est-ce qu'on n'y répond pas? On y répond, c'est-à-dire qu'on dit OK, le coût du travail est trop élevé en France, on retrouve de la compétitivité, le coût du travail a baissé. Quand vous prenez branche par branche, en comparant, on le faisait avec le président du Parlement européen hier, sur l'Allemagne par exemple, maintenant on est plus compétitif dans un certain nombre de secteurs, y compris que les Allemands. Je suis là parfaitement pas langue de bois, moi je suis inquiète pour mon pays. Quand on passe le matin, le midi, l'après-midi, le soir, à se demander si la personne qui est présidente de tous les Français, y compris de vous-même... Mais c'est quand même important de savoir ce qu'il va faire. Eh bien, moi, c'est important de savoir ce qu'il fait et pas ce qu'il va faire. Parce que la politique fiction en disant on verra dans un an, on verra dans 2 ans, sauf qu'il y a des choses qui se règlent quasiment quotidiennement. Politique fiction alimentée par les politiques quand même souvent. Et alimenté par les politiques, je vous l'accorde. Il serait peut-être temps qu'on change de génération de politique et qu'on se modernise, parce que les jeunes politiques sont souvent archaïques dans leur comportement aussi de starisation. Je crois qu'il y a Macron archaïque, c'est ça que vous dites? Tout le monde, toute la classe politique. Je ne me mets pas à part parce qu'on est tous pareils. On fait attention à son image, on fait attention à ce qu'on va dire, pas dire, la façon de sortir un peu de la masse. Emmanuel Macron peut-il sauver la gauche? 38% des Français. Moi, c'est pas mon sujet. 38% pensent que Macron serait un bon président. 80%. Voilà, il arrive en tête des sympathisants de gauche à 15%. Alors, au moins, est-ce qu'il ringardise les autres? Non, il est archaïque. Je lui ai dit ça en souriant, je dis ça en souriant. Pose un problème de positionnement aux autres, notamment à Martine Aubry et aux gens de quels vous êtes proches. C'est ça qui est terrible. Vous voyez, même si c'est des questions que les gens 80%, posent. Alors, quel est le projet politique de Macron? Quelle est sa vision de société?
Je ne sais pas encore. Mais sa vision de la société, c'est la suppression de l'ISF, par exemple. Suppression de l'ISF, voilà, c'est pas tout à fait ma position. Je pense que c'est pas forcément ça qu'il y a à faire. Mais il est quand même en tête chez les sympathisants de gauche. C'est nouveau. Mais moi, c'est pas mon souci. Il est ministre de l'économie. C'est quoi le chiffre du chômage aujourd'hui? Les Français que je rencontre ne supportent plus ce petit jeu-là. Alors bien sûr, ils répondront à des sondages. Ils ne supportent plus le petit jeu politicien. Est-ce qu'Emmanuel Macron n'a pas raison en voulant dépasser le clivage droite-gauche? Pourquoi est-ce que vous me parlez d'Emmanuel Macron, vous là? Est-ce que Emmanuel Macron, c'est... Parce que c'est lui qui veut dépasser le clivage droite-gauche. Non, il veut pas. Je pense qu'il faut parler d'Emmanuel Macron, qui fait des choses extrêmement intéressantes sur les innovations technologiques. Sur les innovations technologiques. Qu'il doit travailler et ne pas être dans la politique politicienne avec En Marche, par exemple. Alors, je vais vous dire, là, j'ai le droit à un sourire. J'ai le droit à un sourire. S'il dit il faut qu'on se mette en marche, ça veut dire que depuis qu'il est secrétaire général adjoint de l'Élysée et ministre de l'économie, il marche pas. J'espère qu'il marche quand même depuis 2012. Hein. Aujourd'hui, dans un déchirement social tel que l'on connaît, je pense que c'est pas une priorité. D'ailleurs, je connais des gens qui payent l'ISF et qui ne quittent pas la France, qui sont d'ailleurs très mobilisés, y compris. Donc c'est pas un sujet aujourd'hui. Je pense que c'est pas le sujet, et c'est surtout, vous savez, on vient d'avoir les Panama Papers. On vient d'avoir des augmentations de salaire de grands patrons dont les gens n'imaginent même pas qu'on puisse avoir autant d'argent et se demandent même ce qu'on fait avec. Il faut faire attention. Il y a des gens qui vont pas bien, qui sont au chômage, qui attendent du boulot, qui attendent la réponse au CV, et tout d'un coup, on leur dit l'ISF, attention au sujet qu'on choisit dans un pays qui va mal. Parce qu'on a à mobiliser tout le monde, y compris ceux qui gagnent 1 200 € par mois et qui se demandent comment on peut se poser des questions sur l'ISF. Les fonctionnaires, parmi ceux qui travaillent, sont les seuls à avoir rendu 7 milliards au pays parce que le point d'indice était gelé. Et ils ont même eu une baisse de salaire parce qu'on ne rappelle jamais assez qu'on a décidé qu'en 2020, les cotisations des salariés du privé et des salariés du public seraient les mêmes pour la retraite. Et donc, on augmente leurs cotisations de à peu près autour de 0,30. Un petit peu moins l'année dernière, un peu plus cette année. Donc, il y a des fonctionnaires qui ont vu leur salaire net baisser. Je ne suis pas certaine qu'il y en ait beaucoup qui ont eu leur salaire net qui baissait. Il y a un moment donné où il faut savoir si on a besoin d'infirmiers, de policiers, de magistrats, de militaires. Cet absentéisme dans les hôpitaux, c'est quelque chose qui vous importe ou pas? C'est un autre sujet. Vous sentez une responsabilité par rapport à ça, au fond, ou pas? Je pense qu'on a la responsabilité aujourd'hui de savoir si on veut remettre l'hôpital public au cœur du système de santé, comme Marisol Touraine le fait très bien. Parce que ça paraît extravagant, on a autant d'absentéisme dans un secteur. Il ne faut pas compter sur le marché pour réguler. On voit que partout le marché régule la santé, que ce soit aux États-Unis, en Grande-Bretagne ou bien ailleurs. On a des vrais problèmes d'accès aux soins. Aujourd'hui, on a dans les hôpitaux des gens qui n'en peuvent plus. Dans la loi travail, moi je pense qu'il reste 2 sujets qui inquiètent. La hiérarchie des normes qui inquiète beaucoup de PME. Et puis il y a un problème de définition des licenciements économiques. Je pense que si on prenait l'équivalent du système allemand, qui est plus rigide que celui que propose, beaucoup plus dur que celui que propose cette loi, on serait plus équilibré. Donc il y a 2 sujets qui mobilisent quand même les syndicats. Ça veut dire que nous, on a encore du travail à faire en tant que parlementaires.